Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir ou de revoir les meilleurs moments de nos programmes de la semaine. Au sommaire, l'audition de Frédéric Oudéa devant la Commission des finances du Sénat, le patron de la Société Générale toujours dans la tourmente après les révélations des Panama Papers et les soupçons de parjure lors d'une commission d'enquête devant les sénateurs. Autre temps fort de l'actualité cette semaine, le gouvernement qui engage sa responsabilité sur la loi travail et la motion de censure déposée par l'opposition. Vous entendrez les meilleurs moments des questions d'actualité au gouvernement. Et puis enfin, l'état d'urgence et le Sénat qui a donné mardi son feu vert à la prorogation de cet état d'urgence. Voilà donc pour les titres et on commence avec l'audition de Frédéric Oudéa, une audition très attendue après les révélations des Panama Papers. Le patron de la Société Générale répondait aux questions de la sénateur de la Commission des finances alors qu'il est soupçonné d'avoir menti sous serment lors d'une précédente audition. En 2012, il avait en effet affirmé que rien dans son activité ne conduisait à de l'évasion fiscale. Je vous propose donc tout de suite d'écouter la façon dont le patron de la Société Générale s'est défendu devant les sénateurs. Il convient de rappeler, Monsieur le Directeur Général, pourquoi vous êtes ici. Vous avez été reçu par M. Sapin, ministre de l'Économie, il y a un mois. Vous avez rencontré Madame la Présidente de la Commission, ici, la semaine suivante. M. Dominati et moi-même, nous avons rencontré le 4 mai dernier, et vous êtes ce matin devant la Commission des Finances. Et vous n'êtes pas là par hasard, il ne s'agit pas d'une audition tout à fait ordinaire. Elle n'était pas prévue il y a un mois, cette audition. Elle a lieu parce qu'il s'est passé des choses. On ne parle pas de l'évasion fiscale de manière générale, on parle de votre cas particulier. Et je vais rappeler ici quel a été l'élément déclencheur. Vous avez été auditionné le 17 avril 2012 par une commission d'enquête dont M. Dominati était le président et moi-même le rapporteur. Vous êtes intervenu sous serment, c'est la règle pour une commission d'enquête. Vous avez validé le compte-rendu qui vous a été adressé et qui figure aujourd'hui au rapport des commissions d'enquête en question. Et nous nous sommes revus donc le 4 mai dernier et vous avez confirmé les propos que vous aviez tenus à l'époque. Je vais me permettre de les rappeler ici, c'est pas très long. La Société Générale a fermé ses implantations dans les pays qui figuraient sur cette liste grise, mais aussi dans ceux que désignait la liste des États non coopératifs, c'est-à-dire en pratique, pour nous, à Panama. C'est vous qui avez cité le pays Panama. Un peu plus loin, vous dites « Nous n'avons plus d'activité ni dans les pays de la liste grise, ni dans les États non coopératifs, et nous avons été au-delà de ces exigences en fermant nos activités dans les territoires qui ne figuraient pas sur ces deux listes, mais qui étaient considérés comme des centres financiers offshore. » Fin de citation. Et puis il y a eu les révélations de ce consortium international de journalistes d'investigation, début avril. Je vais juste citer un article publié dans Le Monde, dans l'édition du 7 avril. 979 sociétés offshore ouvertes par la banque chez Mossack Fonseca, dont une partie sont toujours actives. Ces entités ont été immatriculées entre 2000 et 2010 au Panama, dans les îles Vierges britanniques et aux Seychelles, pour des clients fortunés, depuis ses filiales au Luxembourg, en Suisse et aux Bahamas. Elle place la Société Générale dans le top 5 des banques clientes de la firme panaméenne. Fin de citation. Donc voilà l'élément déclencheur, ce qui a valu que notre groupe fasse un rappel au règlement dans l'hémicycle de ce Sénat, au lendemain des révélations, et nous avons, par la voix de notre présidente de groupe, Éliane Assassi, transmis un courrier au bureau du Sénat afin de le saisir pour qu'il soit statué sur la situation créée par le télescopage entre vos déclarations de 2012 et les révélations faites par la presse. Monsieur le sénateur, je suis un peu embarrassé parce que vous revenez sur une procédure que le Sénat m'a demandé de respecter concernant le point qui était l'accusation en quelque sorte de faux témoignages dont j'ai fait l'objet. Je parle sous le contrôle du président Dominati. Au cours de cette audition du 4, j'ai eu l'occasion de revenir très en détail sur l'ensemble de mes déclarations et de confirmer, comme vous le savez, que j'avais répondu avec la plus grande sincérité aux questions. Alors je ne sais pas si c'est le lieu de reprendre exactement le texte. Vous mentionnez des petits bouts. Je préfère peut-être me tourner à la limite vers le président, sinon on va y repasser peut-être trop de temps. Demandez à Philippe Dominati d'intervenir à ce moment-là, puisque vous étiez...
Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Et pour informer mes collègues de la Commission des Finances, sur le point particulier qu'évoquait mon collègue Éric Bocquet, parce qu'en réalité, il y a un débat général et il y avait l'existence d'une commission d'enquête en 2012 devant laquelle M. Oudéa, en double qualité à la fois de président de la Fédération française des banques et de la Société Générale, avait porté un témoignage et avait été auditionné. Selon la procédure, je dirais, interne du Sénat, le président Larcher nous a proposé, à M. Bocquet et moi-même, il y a déjà quelque temps, à peu près vers le 10 avril ou le 12 avril, une procédure qui avait été d'ailleurs usitée au Sénat pour une autre commission d'enquête, dans des cas à peu près comparables, quant à la véracité des propos qu'un auditeur peut tenir devant une commission d'enquête. À l'époque, M. Bocquet avait demandé quelques jours de réflexion, et puis après réflexion avait rejeté cette procédure. Et puis, donc, il me restait, moi, à me déterminer en tant qu'ancien président de la commission d'enquête pour me faire ma libre opinion sur les propos qui étaient tenus. J'ai demandé à voir M. Oudéa mercredi dernier, je crois, ou en tout cas dans le courant de la semaine dernière. M. Bocquet a écrit au président du Sénat pour participer à cette audition avec moi, je dirais la veille de l'audition. Une question a été posée par M. Bocquet. Je crois que j'ai posé une vingtaine de questions pour me faire mon opinion et une audition assez complète. J'ai transmis bien évidemment la totalité de cette audition et mon sentiment au président du Sénat, à vous-même, au rapporteur général du budget. Je crois que M. Bocquet en a fait de même de son côté. Je dirais, en ce qui concerne l'audition de l'époque, pour moi, il n'y a pas de doute. Et j'aurais aimé que des questions précises proviennent de la part de mon collègue au cours de l'audition de M. Oudéa, parce que M. Oudéa a réservé un certain nombre d'informations pour la Commission des finances. Moi, j'ai essayé de faire ma libre opinion au cours de cette audition qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. J'ai eu la réponse à un certain nombre de questions. Des questions complémentaires ont été formulées dans l'exposé que vient de faire M. Oudéa. Mais en ce qui concerne le témoignage et la prise sous serment, je dirais l'engagement du serment devant la Commission, j'ai fait part de mon sentiment au président du Sénat après une très longue audition, et je ne vois rien qui puisse amener le bureau du Sénat à poursuivre sur cette déclaration M. Oudéa sur son témoignage de 2012. Je le dis publiquement puisque je dirais le cas particulier a été évoqué par M. Bocquet. Je pense avoir posé des questions assez précises. J'ai eu des réponses précises de la part de M. Oudéa. On en a dans le débat autour de cette commission. Donc sur le cas particulier, pour moi, il y a une procédure. Ça sera au bureau du Sénat de trancher. Il y a des avis manifestement divergents entre M. Bocquet et moi-même, mais effectivement, ça n'avait pas, à mon sens, à être abordé ici, puisque nous avons travaillé pour faire une procédure, je dirais, parallèle sur le passé. Là, nous parlons du présent et de l'avenir. Maintenant, si on parle du passé, je tiens à dire ce qu'il en est à ce stade de la procédure. Il a été bien indiqué, il y a une procédure qui est envisagée vers le bureau du Sénat qui va, je pense, suivre un cours logique qui n'est pas effectivement totalement celui qui est concerné ce matin. Nous sommes sur un espace plus vaste et vous l'avez compris, donc d'autres collègues demandent. Je remercie Éric Bocquet, je remercie Philippe Dominati pour ces informations. Oui, il est atterrant, et je pèse mes mots, de voir que le Sénat accepte de se laisser rouler dans la farine, ou accepterait si le bureau du Sénat, mais apparemment c'est le chemin que prennent les choses, si le bureau du Sénat renonçait à saisir le procureur sur cette question de parjure de M. Oudéa, manifestement M. Oudéa... On se moque du Sénat pour vous. On se moque, mais le Sénat se moque de lui-même. Il y a un véritable problème de discrédit de cette institution face à l'opinion publique. Le Monde, encore aujourd'hui, annonce une nouvelle découverte du Panama Papers, plus de 1000 sociétés offshore pour le crédit agricole, mais encore plus que la Société Générale. Et on nous explique là que M. Oudéa, en fait, n'a pas menti au Sénat quand il a dit que la Société Générale n'avait plus aucune activité au Panama en 2012.
alors que, encore aujourd'hui, il y a 2 fondations qui ont été créées à la demande de la Société Générale pour ses clients, pour les clients de la Société Générale, qui ont été créées par Mossack Fonseca à la demande et pour les clients de la Société Générale, 2 fondations qui sont encore en activité aujourd'hui. Il n'y a aucune discussion sur ces faits. Ce sont des faits tout à fait établis. Donc, M. Oudéa a manifestement menti devant le Sénat et le Sénat se discréditerait en se laissant rouler dans la farine de cette façon. Michel Canevet, votre avis, vous, après cette audition de ce matin? Alors, je n'ai pas participé à la commission d'enquête au cours duquel auraient été tenus les propos. Moi, ma préoccupation, c'est plutôt que l'on aille vers la lutte contre l'évasion fiscale pour l'avenir. Alors, j'ai entendu, comme mes collègues ce matin, les explications de Frédéric Oudéa. Moi, je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole. Et donc, dès lors qu'il affirme effectivement qu'il n'y a plus d'activité au Panama depuis 2012, hormis les 66 sociétés offshore qui sont toujours, dont il nous a déclaré être toujours en fonction, mais pour lesquelles la banque aurait procédé à l'ensemble des vérifications sur le fait que cela ne résulte pas de volonté d'évasion fiscale. D'accord. Alors, ça fait tout de même, avec cette commission d'enquête, 2 soupçons de mensonge sous serment lors de commissions d'enquête. On a eu le cas Michel Aubier, ce pneumologue, je le rappelle pour nos téléspectateurs, qui aurait dissimulé qu'il travaillait pour Total devant la commission d'enquête sur la pollution de l'air. Maintenant, il y a quand même ce soupçon qui pèse sur Frédéric Oudéa. Comment est-ce que ça se fait qu'on ne s'aperçoive de ces failles qu'une fois que les commissions d'enquête sont terminées? Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi mieux vérifier ce que disent les personnes pendant la commission d'enquête, pendant qu'elle se déroule, Éric Bocquet? Mais les personnes sont convoquées, doivent se présenter et prêtent serment. Le président, systématiquement, à chaque audition, faisait prêter serment aux personnes auditionnées. Ça ne fait pas peur, manifestement. Non, attendez, dans ce cas-là, c'est la responsabilité de M. Oudéa qu'il faut aller vérifier. Ensuite, quant à la révélation de la contradiction, ça vient 4 ans plus tard, grâce à ce travail des journalistes d'investigation, dans ce cas de ce consortium. 4 ans plus tard, la vérité éclate. Voilà le problème. Et M. Oudéa joue sur les mots et sur les chiffres également. Les mots, parce que implantation et activité, franchement, ne sont pas des synonymes. Une activité, gérer des comptes pour ses clients, c'est une activité de la banque. Et sur les chiffres également, il n'a jamais contesté le nombre de sociétés, l'existence des sociétés, il a contesté le nombre simplement, en disant qu'il n'en avait jamais eu 979. Mais là n'est pas le débat. Quand bien même il n'y en aurait qu'une, il y aurait problème au niveau éthique. Il y en avait bien une, voilà. Au moins. Voilà. Oui. Oui, Thomas Coutreau, vous vouliez réagir? C'est-à-dire que ce qu'on a l'air d'oublier dans cette histoire, c'est que Mossack Fonseca n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg. C'est une fuite due à un lanceur d'alerte qui a révélé une quantité considérable d'informations, mais il y a des dizaines de cabinets concurrents de Mossack Fonseca qui exercent exactement les mêmes activités. Aujourd'hui, le Crédit Agricole est mis en cause pour avoir utilisé 2 cabinets concurrents de Mossack Fonseca sur lesquels on a des informations indirectement via les Panama Papers. Mais on parle aussi de BNP Paribas. BNP Paribas et le Crédit Agricole. Mais il n'y a pas eu de lanceur d'alerte dans ces cabinets-là. Et donc on sait bien qu'on est face à la toute petite partie émergée de l'iceberg. Et que les pouvoirs publics, le Sénat, se cachent véritablement derrière leurs petits doigts pour ne pas faire les enquêtes, les investigations qui s'imposeraient. On est toujours dans la dépendance de lanceurs d'alerte qui, au prix de risques extraordinaires pour leur carrière et pour leur sécurité, sont les seuls qui aujourd'hui divulguent les informations parce que les pouvoirs publics ne vont pas les chercher. Et on voit bien du côté des sénateurs que j'ai en face de moi aujourd'hui qu'il y a une complicité objective avec la haute industrie bancaire et une volonté de ne pas faire de vagues et de ne pas déranger le business. Il n'y a pas de complicité. Non. Écoutez, croire sur parole, Monsieur Oudéa, et vous déclarez satisfait, et dire aujourd'hui, comme vous venez de le dire, que vous n'avez pas de raison de douter de sa parole dans sa déposition de ce matin, alors qu'il ne cesse, alors que les révélations qui ne cessent de sortir démentent quotidiennement les allégations des dirigeants des banques, c'est une plaisanterie. Pour tous les contribuables et tous les citoyens de ce pays, vous n'êtes pas sérieux, vous ne faites pas votre métier de représentant du peuple. Que répondez-vous à cette accusation? Non. Il n'y a pas de complicité entre nous et les banques. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de la transparence et de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est bien l'action que doit mener le Sénat. Agissez. Non, mais la justice doit être saisie s'il y a des problèmes comment dirais-je, qui sont mis en avant, mais
Pour nous parlementaires, notre rôle, c'est de mettre en place des outils qui permettent d'éviter qu'il y ait d'évasion fiscale, de mettre en place des outils permettant qu'il y ait véritablement de la transparence. C'est ça notre rôle. Et nous le faisons effectivement parce que depuis 2012, des mesures ont été prises pour éviter que cela ne perdure. C'est donc que l'action menée par les parlementaires va dans le bon sens. Philippe Dominati. Lorsque je vous entends, heureusement qu'il y a des instances démocratiques, parce que vous êtes un procureur absolu, sans éléments. Voilà, vous êtes en mesure de jeter l'opprobre sur une institution, sur le bureau du Sénat, sur un ensemble de groupes politiques, mais vous apportez pas d'éléments en dehors de l'invective. Alors je vous le dis clairement, je pense que le Sénat s'honore de faire en sorte de bien faire son travail. C'est-à-dire qu'il y a un bureau avec toutes les tendances politiques confondues, qui va apprécier de la véracité ou de la non-véracité de M. Oudéa. Ce n'est pas une personne seule, ce n'est pas vous seul qui allez décider. C'est un bureau avec toutes les tendances politiques. Sur un rapport très complet qui a été remis. Sur un rapport qui a été très remis. Parce que justement, il faut faire de la justice et pas de l'opprobre gratuite. Et le Sénat a déjà fait une action en justice concernant une commission d'enquête, et ça a été très clairement fait. Peut-être qu'elle le fera ou qu'elle le fera pas. Mais en tout cas, le Sénat joue son rôle. Et ce n'est pas l'invective de tel ou tel qui va influencer, je dirais, une institution, quelle qu'elle soit. Et en cela, je pense que le Sénat joue parfaitement son rôle. Il y a des responsabilités de part et d'autre. Vous pouvez tenir un propos irresponsable si ça vous chante. Mais moi, ce que je à assumer comme job, comme M. Bocquet, comme mes collègues sénateurs, c'est de faire la part des choses. Et c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que plus largement, les États sont assez puissants pour obliger les banques à réellement coopérer? On comprend que ce sont de tels enjeux économiques qu'on ne veut pas les fragiliser. Est-ce que ça, c'est une donnée qui est un véritable obstacle à la transparence? Ça peut en être un. Moi, quand je constate, comme tout le monde, que les dettes des États sont détenues par les banques privées, y compris donc notre dette française pour une partie Société Générale, ça pose une question en matière de souveraineté et d'indépendance. Mais il y a quand même des questions auxquelles il n'a pas été encore répondu ce matin. Moi, je me sens effectivement frustré. La vérité reste à établir. Toute la vérité et rien que la vérité, c'est ce qu'on fait quand on prête serment. Il y a quand même eu une perquisition à la Société Générale il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en sort? Ça mène vers quoi? Les autorités de régulation américaines ont demandé des comptes également à la Société Générale, demandant des documents établissant leur communication, leurs relations commerciales avec Mossack Fonseca. Qu'est-ce qu'il en est de ces éléments-là? Je veux dire, il y a eu 4 auditions, il y a toutes ces procédures en cours, et ici, on déciderait tout à coup que ça s'arrête pour nous, alors que les questions se posent au niveau de la commission d'enquête et les révélations qui nous sont apportées aujourd'hui. Il y a des questions sérieuses et graves qui se posent, et effectivement, il y va de l'honneur de la République et de la démocratie. On sait très bien dans quel climat ce pays se développe aujourd'hui, de défiance absolue par rapport à la chose politique, et ça nous désole et c'est très dangereux. Le Sénat s'honorerait, je pense, à poursuivre les choses pour faire la vérité jusqu'au bout. Est-ce que plus globalement aujourd'hui, les banques commencent à jouer un petit peu plus le jeu quand on voit cette affaire des Panama Papers? Est-ce qu'elles sont un petit peu plus transparentes ou est-ce qu'elles sont toujours complices, prêtes parfois à aider leurs clients à dissimuler leur argent? Les banques s'adaptent. Excusez-moi, juste un mot là-dessus. On constate que les banques externalisent la gestion des sociétés offshore. Donc ça sort de leur activité effectivement au niveau formel, mais dans le fond, il s'agit bien indirectement. C'est un nouvel écran d'opacité qui est installé entre la banque et ses clients. En clair, on arrive toujours à contourner, à trouver une étape supplémentaire, à être en avant sur la législation. Les sociétés offshore de la Société Générale, comme celle du Crédit Agricole, ont été effectivement vendues, été externalisées, enfin les filiales ont été externalisées à des cabinets du type Mossack Fonseca, ce qui fait que ce n'est plus la Société Générale ni le Crédit Agricole lui-même qui gère ces sociétés écrans, ça passe à des cabinets extérieurs, mais vers lesquels les banques, la Société Générale et le Crédit Agricole continuent à orienter leurs clients. Donc ils continuent à servir leurs clients en leur proposant des filières pour organiser l'évasion fiscale, mais ça n'est plus eux qui le font directement. Donc je ne sais pas si c'est véritablement un progrès, en réalité c'est devenu encore plus opaque et encore plus difficile probablement à combattre. Et donc la solution, de mon point de vue, n'est pas dans la multiplication des procédures ou des réglementations. Je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui imposer un contrôle sur les mouvements de capitaux et interdire aux banques françaises de réaliser des transactions et de faire des mouvements de capitaux entre
le territoire national et les territoires non coopératifs, les territoires à fiscalité zéro et à opacité organisée, comme la plupart des territoires dont on parle aujourd'hui, Panama, Îles Vierges, etc. Une majorité au bord de l'implosion après le passage en force du gouvernement sur la loi travail. La motion de censure présentée par l'opposition n'a pas été adoptée, mais la fracture est profonde. Plusieurs députés ont d'ores et déjà annoncé qu'ils quittaient le groupe PS. Je vous propose tout de suite donc d'écouter les réactions du vice-président du groupe socialiste au Sénat, Luc Carvounas, ainsi que celle de Jean-Marie Le Guen. Puis vous entendrez un extrait des questions d'actualité. Vous entendrez Manuel Valls, le Premier ministre, ainsi que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui répond notamment aux accusations de violences policières lors des manifestations. Je mettrai de la gravité sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'à la fois, j'ai entendu ce qu'a dit le Premier ministre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Oui, il faut réformer le pays. Moi, je vais vous dire, je faisais partie de ceux qui espéraient qu'on n'aurait pas recours au 49.3. Je suis maire d'Alfortville. Je vois aujourd'hui la perte des repères dans la gauche française, dans notre électorat, dans le peuple de gauche. Et je vois très bien ce qui va s'installer dans la nouvelle petite musique par les 40 frondeurs qui vont dire que nous sommes autoritaires, la droite dira que nous sommes faibles. Oui, c'est les mots qu'on a entendus aujourd'hui, bien brutalité, sûr, parce que chacun, passage en force. la droite rentre dans son registre, les frondeurs qui sont à l'origine de ce 49.3, quand même 40 députés socialistes élus pour le mandat de ce quinquennat avec le logo du Parti socialiste sont aujourd'hui devenus nos opposants. Il faudra qu'en commission électorale du Parti socialiste, on prenne toutes nos responsabilités. Justement, alors qu'est-ce que cet usage du 49.3 dit de l'état de la gauche au pouvoir aujourd'hui ? On assiste à une décomposition de la gauche française. Décomposition au sein du front de gauche, décomposition chez les écologistes, une sorte de scission qui s'organise au sein du Parti socialiste. Une scission définitive et permanente ? En tous les cas, je pense que cette scission, elle est en train d'être désormais là, elle est consommée. On a tout essayé, on arrive à la fin du mandat. Les amis de Laurent Baumel, de Christian Paul, qui ont eu de cesse de hurler au loup. Voilà, à un moment donné, on prendra tous nos responsabilités. Le Premier ministre le fait avec le Président de la République pour réformer ce pays, parce qu'il faudra quand même qu'il nous explique en quoi ce texte n'était pas bon pour qu'on aille jusqu'au 49.3. Il faudra qu'à un moment donné, quand il sera question d'avoir la confiance du Parti socialiste, que le Parti socialiste utilise sa motion de censure vis-à-vis de ses frondeurs. Un mot quand même, on l'a dit, vous êtes proche de Manuel Valls. Pourquoi le Premier ministre n'a pas voulu transiger sur l'article 2, sur l'inversion de la hiérarchie des normes, qui était visiblement le point de crispation avec les députés frondeurs ? Parce qu'on est là dans de l'idéologie de la part des frondeurs. Eux, ils sont dans le commentaire. Nous, on est dans l'action. Il disait inversion de la hiérarchie des normes, plutôt que de laisser aux entreprises, aux responsables locaux la voix au chapitre. On avait, dans le compromis, voulu rechercher jusqu'à encore ce matin, dans le dialogue, mis en place qu'il y ait une sorte de consultation, voire de vote suspensif dans les branches lorsqu'elles étaient consultées. Donc où est la difficulté aujourd'hui ? Elle n'existe pas réellement. On est entré dans autre chose. On est dans de la posture, on est dans de l'idéologie, on est dans de la déclamation et non plus de l'action, et on est vis-à-vis de députés, moi je le dis, qui pour moi, à compter d'aujourd'hui, ne font plus partie du Parti socialiste. Je n'ai jamais été inquiet. Je pense simplement que c'est vraiment parfaitement inutile aujourd'hui de rajouter du désordre. Et je regrette que nous soyons amenés à mettre en œuvre le 49.3 parce qu'il y avait une obstruction sur une loi qui est une loi équilibrée, qui va apporter des nouveaux droits aux salariés, des nouveaux droits aussi pour les entreprises, d'être capable de réagir plus rapidement à leur environnement économique. Ce sont des points positifs. Et donc c'est dommage qu'il y ait une obstruction de la droite, bien sûr. Je pense qu'elle aurait dû considérer les avancées qu'il y avait dans ce texte et d'une petite partie du Parti socialiste, 10% des députés, voilà. C'est 10% de députés qui promettent, l'a annoncé Christian Paul ce matin, de renouveler cette initiative de motion de censure quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Ça a échoué à 2 voix hier soir. Ça aurait pu réussir selon vous ? Ils vont d'échec en échec. Et d'ailleurs, quand bien même ils auraient franchi cette étape, que ça ne débouchait sur la même échec. On n'entend pas de politique alternative, on ne voit pas de politique alternative. J'allais dire, tout ceci, tous ces discours et ces attitudes sont voués à l'échec, justement, et à être
totalement infertile. Au contraire, ce qu'avait proposé le Premier ministre, c'est qu'il y ait vraiment un compromis qui soit fait. Il a fait des propositions, le rapporteur aussi, et parce que ces personnes sont dans une position très politique, de posture, d'opposition finalement, ce qui est quand même bizarre lorsqu'on a été élu avec le sentiment d'appartenir à la majorité, eh bien ceci n'a pas été accepté, et donc devant ce blocage, nous avons été obligés de passer par le biais du 49.3 pour un texte, encore une fois, c'est ça le plus important, un texte qui apporte de véritables avancées dans notre droit du travail, pour les salariés, pour les entreprises. Alors on verra le résultat de cette motion ce soir. Si toutefois des députés socialistes étaient amenés à voter cette motion de censure, qu'est-ce qui devrait leur arriver ? Je pense qu'il n'y a pas de doute que l'idée de présenter ou de soutenir ou de voter une motion de censure contre son gouvernement vous exclut de fait de la formation politique majoritaire. Je ne comprends pas d'ailleurs que quelque part, eux-mêmes n'aient pas le sentiment de décence d'en tirer les conclusions. 2 députés ont tiré les conclusions. Aujourd'hui, ils sont sortis du groupe socialiste. C'est courageux de leur part ? Non, vous savez, je crois que c'est pour des motifs un peu particuliers. Donc, certains n'étaient pas forcément contents parce qu'il y avait eu un arbitrage, on avait préféré quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs exprimé. Rien à voir avec la loi travail. Non, vous le voyez, je pense à l'un d'entre eux notamment qui s'est exprimé pour assurer de sa solidarité avec la politique conduite par le président de la République. En tout cas, il s'exclurait de fait du Parti socialiste, c'est ce que vous dites. Il me semble, en tout cas, c'est toujours ce qui a été dit par les responsables du Parti socialiste, et compris par tout le monde d'ailleurs. Est-ce que cette gauche, ces 2 gauches irréconciliables, comme l'avait dit Manuel Valls, ça marque aujourd'hui une césure, une cassure définitive? C'est quelque chose qui permet d'éclairer, d'éclaircir, ou au contraire qui sème le trouble? Je pense qu'il y a effectivement une gauche dans ce pays, y compris au sein du Parti socialiste, qui ne veut pas assumer les responsabilités du pouvoir. Elle préfère finalement la gauche de l'indignation lorsqu'elle n'agit pas sur la réalité et qu'elle se contente de manifester des postures qui peuvent être utiles, mais qui sont forcément limitées. Si on n'est pas dans l'action, si on ne se confronte pas avec la réalité pour essayer de la changer, alors, quelque part, on n'est pas dans son rôle d'acteur politique. Donc il y a effectivement une gauche aujourd'hui, pas simplement en France d'ailleurs, qui, quelque part, trouve que les temps sont trop difficiles et qu'on ne doit pas assumer ses responsabilités. C'est un débat. Moi, je pense que non seulement il est de l'éthique des politiques de prétendre à gouverner la société dans le sens des valeurs qui sont les leurs, mais je vais dire, si la gauche aujourd'hui ne se bat pas pour prendre la place qui est la sienne pour ces valeurs, alors ces valeurs seront balayées. Contrairement à ce que pensent certains, l'alternative aujourd'hui à cette gauche de gouvernement, ce n'est évidemment pas une gauche de la gauche. Et si jamais nous ne devions pas l'emporter, et en tout cas se battre avec succès en 2017, je pense que l'alternative qui suivrait ne serait pas forcément celle qu'espèrent peut-être certains de ces militants un peu perdus. Monsieur le Premier ministre, qu'il est loin le temps où François Hollande déclarait « Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie ». Vous avez donc été brutal en utilisant cette arme pour stopper le débat démocratique sur la loi travail. Je vous entends déjà me parler d'obstruction, d'une minorité de blocage qui vous aurait contraint, dans la souffrance, paraît-il, de la dégainer. Obstruction ? Vous avez d'emblée bloqué les votes avant même celui de l'article 1er. C'est vous qui avez stoppé la discussion de ce texte de 173 pages. C'est vous qui obstruez la démocratie. L'opposition serait minoritaire. Mais de quelle opposition parlons-nous quand 75% de nos concitoyens sont choqués par votre méthode et que 74% refusent le projet de casse du Code du travail? Un mouvement continu, diversifié, exigeant, tenace, parcourt le pays et c'est cela qui vous inquiète. Passer en force est toujours un aveu de faiblesse, en politique comme en d'autres domaines. Aujourd'hui, vous êtes minoritaire dans le pays, minoritaire dans le Parlement, minoritaire dans votre électorat. Vous n'accordez plus la gauche, mais vous ne ferez pas plier celles et ceux qui le sont encore et qui ne renoncent pas en répondant aux sirènes du libéralisme. Votre projet de loi travail doit être retiré sans attendre. Ce texte ne conforte pas les droits des salariés. Brandir le totem du compte personnel d'activité n'efface pas la scandaleuse inversion des normes, recul historique, qui retire la protection de la loi aux salariés. C'est un affront à ceux qui vous ont porté au pouvoir et attendaient des changements et non
cette restauration libérale dont M. Gattaz rêvait, que M. Sarkozy n'avait pas pu parfaire et que la droite sénatoriale va encore durcir. Sortez de votre tour d'ivoire, cessez les provocations à l'égard de la jeunesse et des salariés. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, enfin retirer ce texte du débat parlementaire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Assassi, je vous écoutais évidemment avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt nous parler de démocratie. Vous appuyez donc sur les sondages, qui est d'ailleurs une conception assez étrange du rôle du Parlement que vous venez de rappeler. La légitimité du Parlement, la légitimité du Président de la République, même si bien sûr il faut être à l'écoute du pays et en permanence, c'est le respect tout simplement du mandat que le peuple a confié au chef de l'État, confié aux parlementaires, et puis c'est bien sûr le respect des institutions. Mais je connais ce débat. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution peut être utilisé par le gouvernement. Il l'a fait parce que, je le disais tout à l'heure, il a considéré qu'il y avait, oui, l'alliance des contraires. Vous voulez nous donner, comme d'habitude, des leçons de gauche, c'est tout à fait votre droit. Mais enfin, dans quelques instants, à l'Assemblée nationale, vos amis communistes vont voter une motion de censure présentée par la droite et avec un programme que vous-même vous combattez. C'est leur droit. C'est leur droit. Et même si la motion de censure qui était déposée par les gauches, semble-t-il, n'a pas pu aboutir. De toute façon, elle n'avait pour chance de passer que si elle recevait, en revanche, cette fois-ci, les voix de la droite. Donc ne me donnez pas des leçons de gauche, Madame Assassi, sur la méthode, sur la démocratie et sur le mélange des genres. Quant au fond, parce que c'est ça qui intéresse nos concitoyens, nous avons une divergence. Et c'est un débat et il est tout à fait honorable. C'est vous qui passez par perte et profit le compte personnel d'activité, tout ce qu'il y a dans la loi sur le droit à la déconnexion, sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre la fraude au travail détaché, les mesures concernant la jeunesse, mais sur le débat qui concerne le dialogue social dans l'entreprise, oui, il y a là des différences. Ces différences existent d'ailleurs dans le syndicalisme, elles existent dans le débat public, dans le débat politique, mais oui, nous avons tranché avec la ministre du Travail, avec Myriam El Khomri, sur l'idée que la négociation doit avoir lieu au sein de l'entreprise, qu'aujourd'hui il faut tenir compte à la fois de la confiance que nous devons aux entrepreneurs comme aux salariés. La plupart des syndicats d'ailleurs signent des accords dans les entreprises et il faut regarder tout simplement comment les choses évoluent, ce qu'attendent les salariés. Il n'y a aucune inversion des normes. C'est votre argument que j'entends et que je respecte, mais ça ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que nous considérons qu'il faut aller jusqu'au bout dans ce texte. Enfin, par rapport à ce qui se passe dans le pays et dans la rue. Vous savez, moi c'est ainsi que je me suis engagé en politique, extrêmement attentif à tout ce qui correspond à la violence. Et la condamnation de la violence, Madame la Présidente, c'est un préalable pour un débat démocratique. Et je regrette que vous, ou Monsieur Pierre Laurent, l'ayez oublié en permanence. Cette violence à l'égard notamment des forces de l'ordre. Cette violence qu'on encourage quand on ne condamne pas les actes vis-à-vis des forces de l'ordre. Cette violence qu'on ne condamne pas quand on laisse passer les tracts de la CGT ignobles et insupportables vis-à-vis des forces de l'ordre. Et quand on ne condamne pas, Madame Assassi, la violence, quand on ne condamne pas la violence à l'égard des policiers et des gendarmes, mais c'est vrai que vous n'avez voté aucun des textes de loi pour lutter contre le terrorisme, quand on ne condamne pas la violence, alors quand il y aura un jour la violence dans la rue qui est celle de l'extrême droite, vous serez bien démunis alors pour condamner cette violence. En démocratie, il y a des principes et moi, contrairement à vous, je respecte ces principes. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Ministre, à l'évidence, vous êtes mal à l'aise puisque je vous pose une question sur le 49.3 et la loi sur le travail et vous me répondez violence.
Mais bon, j'ai le sentiment que quoi que nous puissions dire, de toute façon, c'est vous qui avez raison et toujours raison. Eh bien, je vais vous dire, Monsieur le Premier ministre, moi, ça me conforte dans le soutien que nous avons apporté aux 56 députés de gauche qui ont tenté de déposer une motion de censure hier. Et cela me conforte dans le soutien que nous apportons au vote de nos camarades députés communistes et du Front de gauche cet après-midi à la motion de censure. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 18 mai prochain, les policiers battront le pavé parisien pour dire leur ras-le-bol des injures, des violences et des campagnes de dénigrement et de haine qu'ils subissent. Depuis des mois, ils font face aux terroristes, aux délinquants et à des manifestants particulièrement violents. Ils ne prennent plus de repos et restent mobilisés à 100%. En moins de 2 mois, c'est 300 policiers qui ont été blessés. Je voudrais à cet instant féliciter les policiers et les gendarmes qui assurent avec sang-froid et un dévouement sans limite la protection des Français. Je le dis haut et fort. Monsieur le ministre, il n'est plus un jour en France où une manifestation ne dégénère. Nous avons nuit debout la contestation d'une réforme du travail. Ces manifestants ont agrégé une population au comportement d'une extrême violence, parmi lesquels les zadistes, des casseurs sans scrupules et sans conviction, associés à des extrémistes qui manifestement supportent mal que le peuple français ait fraternisé avec les forces de l'ordre. Ne croyez-vous pas qu'il est temps, Monsieur le ministre, de démanteler les réseaux qui organisent cette violence? Cette violence n'est pas liée à un problème de manque d'effectifs et de moyens, mais à un manque de volonté politique. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu'il est temps de mettre hors d'état de nuire ceux qui instillent la haine et le désordre dans un pays déjà meurtri et qui n'ont de cesse de dénigrer et d'attaquer les forces de l'ordre? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Madame la sénatrice, merci beaucoup pour votre question et merci pour l'hommage que vous avez rendu aux forces de l'ordre. Il y a depuis maintenant des mois des milliers de policiers et de gendarmes qui, face à une menace terroriste extrêmement élevée, face à des violences, protègent des lieux de culte, protègent la liberté d'expression dans notre pays, y compris la liberté de manifester, s'exposent au péril de leur vie pour assurer la sécurité et sauver la vie des Français. Cela suscite chez moi, non pas par fonction, mais tout simplement par respect, une immense considération, une immense gratitude que je sais partager sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que lorsqu'on est confronté à des tensions dans la rue, à des tensions sociales, et y compris d'ailleurs lorsque ces tensions s'expriment contre la politique d'un gouvernement auquel on appartient, il faut avoir une conviction, des principes et une bonne idée de ce qu'est le contenu du droit et ne pas y déroger. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 février, a défini les conditions dans lesquelles le gouvernement et l'État doivent respecter la liberté d'expression et de manifester dans le contexte de l'état d'urgence. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, est extrêmement précis et nous souhaitons, sur ce sujet, nous conformer rigoureusement à ce qu'est l'état du droit en France. Deuxièmement, nous interpellons tous ceux qui commettent des exactions dès lors que les conditions opérationnelles le permettent. Madame la sénatrice, depuis le début de ces manifestations, vous avez dit à juste titre qu'il y avait eu 300 policiers blessés et il y a eu 1000 interpellations. Et il y a eu parmi ces 1000 interpellations des gardes à vue, des comparutions immédiates et plusieurs centaines d'individus ont été ou seront jugés. Ce qui est bien le signe qu'il n'y a aucune complaisance, qu'il y a une totale fermeté et une totale détermination du gouvernement à ne pas laisser ces groupes agir, mais nous le faisons là aussi dans des conditions de droit. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais insister, et là je me tourne vers le groupe communiste, et je le dis avec la même sincérité, il n'y a aucune instruction qui est donnée par le gouvernement aux forces de l'ordre et aux préfets destinés à créer des tensions qui conduiraient à des incidents. Les instructions sont inverses. Nous avons organisé notamment aujourd'hui toutes les manifestations en très étroite liaison avec les organisations syndicales pour qu'elles se passent bien et que les casseurs soient interpellés et éloignés des manifestants sincères. C'est autour de ces principes républicains que je crois aussi être des principes de sagesse que nous agissons et je regrette qu'il y ait des campagnes qui laissent à croire que les instructions ou les orientations sont différentes, contribuent
contribuant ainsi à créer des tensions là où il y en a déjà beaucoup trop. Madame de Seine pour 14 secondes. Merci, Monsieur le Ministre. J'entends votre fermeté à la tribune. Malheureusement, nous constatons toujours du désordre et de l'insécurité dans nos rues. Nous attendons, avec les forces de l'ordre et avec une majorité de nos concitoyens, des ordres clairs et des résultats. Le feu vert des sénateurs à la prolongation de l'état d'urgence était mardi au Sénat. Et pour justifier cet état d'urgence, Bernard Cazeneuve a rappelé la menace terroriste élevée, mais aussi le besoin de sécuriser les événements sportifs à venir, comme l'Euro de football et le Tour de France. De son côté, le Sénat maintiendra son groupe de suivi. Et puis vous allez également entendre la réaction du défenseur des droits, Jacques Toubon. En raison de la persistance de graves menaces terroristes, susceptibles de nous frapper sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement soumet à nouveau à votre examen une troisième loi de prorogation de l'état d'urgence pour une durée supplémentaire limitée à 2 mois. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement le président du Sénat, Gérard Larcher, qui, dans les relations avec l'exécutif, témoigne depuis le 13 novembre sur ces sujets qui relèvent de notre souveraineté et de la sauvegarde de notre modèle républicain, d'un sens de l'État qui hisse très haut votre institution. Chacun a pu constater que l'état d'urgence n'était pas synonyme d'arbitraire et que les actes et les décisions pris sur son fondement étaient tous prévus et strictement encadrés par la loi, tout comme les raisons justifiant d'y avoir recours et de le prolonger. De la même manière, les mesures de police administrative que nous prenons en application de l'état d'urgence présentent un caractère exceptionnel. Elles doivent être strictement proportionnées à la nature de la menace et au contexte d'ordre public qui en découle. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs très clairement rappelé le 19 février dernier. Les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence doivent concilier, a dit le Conseil constitutionnel, la prévention des atteintes à l'ordre public avec le respect des droits et des libertés, parmi lesquels le droit et la liberté d'expression collective des idées et des opinions. Je veux apporter certaines précisions concernant les mesures que nous comptons mobiliser dans le cadre de cette troisième prorogation de l'état d'urgence. Comme l'autorise la loi du 3 avril 1955, le gouvernement envisage de ne pas activer dans ce cadre l'article 11 qui permet de mettre en œuvre, dans le cadre de l'état d'urgence, et dans les lieux dont on pense qu'ils sont fréquentés par des individus constituant une menace pour l'ordre et la sécurité publique, des perquisitions administratives. En effet, cette mesure que nous avons largement utilisée après les attentats du 13 novembre ne présente plus aujourd'hui le même intérêt opérationnel, la plupart des lieux identifiés ayant déjà fait l'objet d'investigations poussées. En outre, l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la disposition permettant de réaliser copie des données informatiques recueillies au cours des perquisitions administratives fait perdre une partie de son utilité à cette mesure. En revanche, les autres mesures continueront d'être mobilisées pour maintenir les individus assignés à résidence, interdire à ceux qui font l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mais qui n'ont pas été assignés à résidence de se trouver à proximité de certains lieux jugés sensibles, ou encore établir des périmètres de protection. Les mesures de maintien de l'ordre public en situation de crise grave seront bien sûr activées si elles s'avèrent nécessaires et en conformité parfaite aux principes de droit portés par la jurisprudence et la Constitution. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas exactement le même sujet. C'est un système qui donne des pouvoirs exceptionnels à l'État pendant une durée limitée. Pouvoir, par exemple, de limiter notre liberté d'aller et venir, d'interdire des manifestations, des réunions, de faire des assignations à résidence, et si le Parlement l'accepte aussi, de faire des perquisitions qui ne sont pas contrôlées par le juge. Et l'état d'urgence, c'est uniquement quand il y a un péril imminent. Et nous, Commission des lois dans sa majorité, et Sénat dans sa grande majorité, nous avons considéré qu'il y avait toujours un péril imminent. Pourtant, il faudra bien qu'on en sorte un jour de l'état d'urgence. Et c'est vrai que la loi sur le renforcement de la lutte contre le terrorisme nous aidera à continuer à être vigilants parce que la menace terroriste ne diminue pas. Mais on ne peut pas rester tout le temps avec cet état d'urgence qui d'ailleurs
ne sert plus autant qu'il a servi au mois de novembre dernier. Parce qu'on n'a plus besoin d'assignation à résidence, on n'a plus besoin d'interdire des manifestations. Aujourd'hui, il faut se dire que si on supprime l'état d'urgence dans 2 mois, s'il y a un vrai danger, on pourra le rétablir comme dans la nuit du 13 au 14 novembre, par un décret en Conseil des ministres. Ariel Halimi, on a entendu la version un peu allégée votée cet après-midi par les sénateurs. Il n'y aura donc plus de perquisitions administratives dans cette prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que néanmoins vous êtes inquiet de voir cet état d'urgence se prolonger indéfiniment? Je ne suis pas inquiet, je suis choqué. Mais littéralement choqué par cette prolongation, comme par la précédente, mais également par le projet de loi contre le terrorisme qui va être adopté, qui est une perpétuation indéfinie de l'état d'urgence dans notre droit. Je suis choqué parce que quand on justifie un état d'urgence qui est une mesure d'exception par des mesures sportives, on oublie les personnes qui sont assignées à résidence aujourd'hui, chez elles, qui doivent pointer 3 fois par jour, qui ne peuvent plus travailler, qui n'ont plus d'emploi, qui ont une vie de famille complètement bouleversée. On ne parle pas de ces gens-là et on ne sait pas pourquoi elles sont encore assignées à résidence. Monsieur Bas nous le disait il y a à peu près 30 secondes, les assignations à résidence ne servent plus à rien. Les interdictions ne servent plus à rien. Pourquoi est-ce qu'on prolonge ? Enfin, je dois vous avouer que je suis profondément interloqué par ces mesures qui me relèvent, à mon sens, plus de la politique politicienne que de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Philippe Bas ? Exactement ce que vous m'avez dit. J'ai dit qu'il y avait moins de nécessité d'assignation à résidence et qu'effectivement, il n'y avait plus de nécessité de perquisition. Mais les mesures qui nous permettent, alors que les forces de sécurité sont sollicitées de toutes parts, il faut qu'elles préviennent les risques d'attentats terroristes dans les grands lieux où se rassemblent des Français, les gares par exemple. Il faut en même temps qu'elles assurent la sécurité de grands rassemblements populaires avec l'Euro 2016 et le Tour de France. Et par conséquent, il y a des contraintes qui s'exercent sur nos forces de sécurité qui sont très grandes et qui font que... Est-ce qu'on a besoin de cet état d'urgence pour pouvoir on peut en avoir besoin. De l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre en ont vraiment besoin ? C'est le cumul du risque terroriste et de ces événements qui rend nécessaire parfois de prendre des mesures qui ne sont pas habituelles, notamment pour l'organisation de l'ordre public dans la rue. Je crois qu'il y a des faux arguments qui sont avancés. Bien évidemment que la menace terroriste et malheureusement va durer. Donc, on est en train de nous d'expliquer aux Français que la France va s'installer dans un état d'urgence permanent, qu'on me démontre le contraire. Et moi, le monsieur a fait une remarque très pertinente sur les assignations à résidence. Il y a, je crois, vous me dites si je me trompe, un peu plus de 60 personnes qui sont assignées en résidence. On en fait quoi aujourd'hui de ces gens qui ont vu leur vie complètement bouleversée? J'ai posé la question au ministre de l'Intérieur cet après-midi. Il ne m'a pas répondu sur le devenir de ces personnes. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Et moi, je crains, comme monsieur d'ailleurs, qu'on soit là dans un débat de politiciens qui n'a strictement, malheureusement, rien à voir avec la juste lutte contre le terrorisme. Les assignations à résidence ne se font pas sans raison, tout de même. Et ceux qui sont assignés à résidence ont des recours. Alors justement, ils font des recours. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été rejetés. Ce qui veut dire que notre état de droit a fonctionné et continue à fonctionner. S'il y a des abus, ils seront sanctionnés par le juge. Maître Halimi, est-ce que c'est la fin de l'état de droit, cet état d'urgence? Je peux vous en parler un petit peu parce que j'ai passé à peu près 4 mois devant les juridictions administratives et non, on n'est plus dans un état de droit traditionnel. Non. Absolument pas. On est dans un procès qu'on n'est pas dans l'état de droit. Alors, pour le coup, j'ai eu pratiquement toutes les personnes que j'ai défendues qui ont été... Vous voyez, donc ça marche quand même. Si vous me le permettez. Soit ont eu leur assignation à résidence abrogée pratiquement 2 heures avant l'audience devant le tribunal administratif, ce qui montre à quel point le ministère de l'Intérieur, qui a laissé ces personnes pendant 3 mois assignées jusqu'au moment où ils devaient avoir à s'expliquer devant le juge administratif, n'avait absolument aucun élément contre eux. Et là, je vous parle de ces 300 et quelques personnes qui ne sont plus aujourd'hui assignées à résidence, mais qui l'ont été pendant 3 mois et qui ont eu leur vie bouleversée. Elles n'auront jamais aucune explication, ces personnes. Si ce n'est peut-être d'avoir été musulmans, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui restent, j'ai 2 personnes qui sont assignées à résidence, et je peux vous assurer que quand je vois les motivations de l'assignation à résidence qui existent aujourd'hui, et contre lesquelles le juge administratif, mais le Conseil d'État également, sont perdus, ils sont perplexes parce que il n'y a aucun élément qui est apporté par le ministère de l'Intérieur, aucun élément qui est apporté par la DGSI pour justifier cet état d'urgence, cette assignation à résidence, et qui malheureusement, parce que le ministère de l'Intérieur a décidé de stigmatiser un petit groupe pour justifier la prolongation de l'état d'urgence, sont encore maintenus en assignation à résidence. Juste un point, j'ai un militaire de carrière
qui est assigné à résidence français, qui a servi sous les couleurs du drapeau français, et qui est assigné à résidence depuis plus de 4 mois, qui ne peut pratiquement plus travailler. Enfin, je ne comprends pas. Et non, ce n'est pas l'état de droit traditionnel, c'est juste la stigmatisation de quelques boucs émissaires pour permettre aux Français d'être rassurés. Et ça, je ne comprends pas. Ça laissera des traces, hein, cet état d'urgence. On le voit avec ce témoignage très fort. Oui, ça laissera des traces. Je sens bien que le gouvernement est plus sur la défensive que sur l'offensive sur le sujet. Et on l'a vu encore cet après-midi avec des propos de M. Cazeneuve. Mais ça va laisser des traces profondes et parce que ça a stigmatisé beaucoup trop de gens, parmi lesquels des gens de confession musulmane qui n'ont strictement rien à voir, comme la plupart d'entre eux, avec l'idée même de commettre quoi que ce soit qui est... voilà. C'est vous qui le dites, mais c'est vous qui l'affirmez. Non, mais parce que M. Barre, moi, je vis dans un département pluriel. Je vis dans un département qui ressemble à la planète Monde, où les gens aiment le vivre ensemble. Et on voit bien avec l'état d'urgence qu'il y a des divisions. Voilà, on regarde son voisin, on regarde sa voisine parce qu'elle porte un foulard, on regarde son voisin parce que le vendredi va la... Mais je suis d'accord que ça n'a rien à voir, sauf pour moi ça n'a rien à voir, sauf que pour des milliers de gens, ils stigmatisent ces personnes-là. Et ça, ce n'est pas admissible dans un pays comme la France. Philippe Bas. Nous avons, coup sur coup, en 2015, enregistré des attentats terroristes avec un nombre de victimes qui est sans précédent dans notre histoire. Et vous voudriez ne pas laisser sous le contrôle du juge, au ministère de l'Intérieur, à la police et à la gendarmerie, la capacité de mener des actions de prévention. Pas du tout mon Nous avons fait et accepté l'état d'urgence parce que ça donnait des moyens exceptionnels. Nous l'assumons. Mais la situation est elle-même exceptionnelle et je crois ici qu'il est bien naturel. Ce qui prouve que nous sommes dans un état de droit, c'est que chacune des personnes qui fait l'objet de ces mesures peut les attaquer, avoir le concours d'un avocat pour se défendre, c'est ça l'état de droit. Et pour autant, et dans certains cas, comme maître, vous l'avez dit tout à l'heure, nous aurons eu des annulations de décisions ou des décisions retirées. Mais dans beaucoup d'autres cas, les décisions auront été confirmées. Et je crois que le souci de la police et de la justice de s'inscrire dans le respect de la règle sous contrôle du juge est un bon souci. Aussi, on a peut-être vu lors de manifestations récentes contre la loi travail, les forces de l'ordre qui donnaient peut-être le sentiment d'agir sans contrôle, Philippe Bas. Nous avons aussi beaucoup de cas où nous avons le sentiment que les forces de l'ordre sont inutilement provoquées et agressées. Et dans le travail très difficile qu'elles font actuellement, je crois qu'un peu de respect pour leur engagement serait vraiment une bonne manière d'analyser la situation et de répondre à ce dévouement de nos forces de l'ordre. Ouais. Maître Halimi, un mot sur ce contexte aussi. Ce contexte, je peux vous en parler parce que jeudi matin, je serai en audience devant le tribunal correctionnel pour voir juger un policier qui a violenté un enfant de 15 ans devant le lycée Bergson. Et je peux vous assurer que le respect pour les forces de l'ordre, tout le monde l'a, surtout après les événements du 13 novembre et après le dévouement dont ils ont fait preuve. Maintenant, il y a un contexte qui est politique, qui a poussé ces policiers à être dans un état de nerfs absolu, qui fait qu'aujourd'hui on voit des violences policières systématiques. On voit un maintien de l'ordre qui n'est pas régulé. On voit des ordres du ministère de l'Intérieur qui entraînent des violences extraordinaires. Quand vous voyez un enfant de 15 ans qui a un nez cassé par un policier sans aucune raison, je ne peux pas accepter ça. Je dirais qu'il y a 3 situations. Il y a l'état d'urgence comme celui qui a été proclamé au lendemain des attentats du 13 novembre et qui pouvait être justifié par la situation, la nécessité de réagir très vite et très fortement avec les moyens que peut donner l'état d'urgence. Bien. Mais c'est un état d'exception avec un début et une fin. La deuxième situation, qui pose déjà beaucoup plus de problèmes, c'est celle que dénonce Eva Joly, c'est-à-dire celle dans laquelle l'état d'exception, au lieu d'avoir un début et une fin, se prolonge indéfiniment. Et donc, les mesures exceptionnelles de l'état d'urgence, comme par exemple la police administrative, les pouvoirs de la police administrative, deviennent en quelque sorte monnaie courante. Et la troisième situation, qui est à mon avis la pire, c'est celle que nous allons connaître. Si des lois qui sont actuellement discutées dans cette maison ou à l'Assemblée, notamment la loi pénale qui a été présentée, qui a été adoptée, qui va aller en commission mixte paritaire, et qui prévoit de donner à l'autorité administrative, à la police administrative, des pouvoirs exorbitants, rentre en vigueur. Parce qu'à ce moment-là,
en dehors même de l'état d'exception, nous aurons un droit commun qui sera, j'ai déjà essayé d'expliquer ça, inférieur à l'état de droit que nous a légué la République. Et je crains que, en nous habituant d'une certaine façon à l'état d'urgence, nous entrions dans ce droit commun de restriction des libertés. C'est en ça que c'est une question préoccupante. L'opportunité de l'état d'urgence, bien entendu, c'est au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur de décider si, à cause de l'euro par exemple, il faut le laisser. Moi, je ne vais pas discuter ça, mais je discute des conséquences que ça a sur l'état de droit en France, et je pense que ces conséquences peuvent être inquiétantes. Conséquences inquiétantes également, mais comment on en sort? Parce que cette loi, elle sera votée par le Parlement, vous l'avez dit vous-même, l'état d'urgence, il peut être encore prolongé. En une minute, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cet état d'urgence? Du courage politique, mais ça, c'est pas le boulot du défenseur des droits, mais simplement essayer d'écouter ceux qui expliquent que ce gouvernement, comme aucun autre, ce Parlement comme aucun autre, ce président de la République comme aucun autre, ne doit prendre le risque de porter atteinte à l'héritage des libertés que nous avons mis 200 ans à construire dans la République. Et cet héritage, aujourd'hui, il est en danger? Oui. À l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, regardez les textes que nous prenons et la manière dont nous les appliquons. J'ai été saisi 82 fois à la suite des mesures de l'état d'urgence. Je vais probablement rendre un certain nombre de décisions prochainement. On verra ce qu'il en est, mais de manière... Vous avez déjà pris vos décisions? De manière plus... Non, pas encore. Non, je suis en train d'instruire. Oui. Mais de manière plus générale, quand vous mettez dans ces textes la rétention administrative de 4 heures, quand vous mettez l'usage des armes, je dirais de manière libre pour les forces de sécurité, quand vous mettez le contrôle administratif pour toute personne qui a voyagé au Moyen-Orient, vous êtes dans ce que j'ai eu l'occasion de dire, on entre dans l'ère des suspects. Voilà donc pour ces extraits des meilleurs moments de l'actualité du Sénat cette semaine. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsena.fr. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine.